เข้าไปเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกับคุณเกียร่า Cuéntaselo a la radio de Keira. Opowiedz to w Radio Keira. Ven a decírselo a la radio de Keira. Komm, erzähl es in Keiras podcast. Vai a dirlo alla radio di Keira. Mene ja sano se Keiran radios. قول اللي عندك على راديو كيرا. Say it on Kira's podcast. Bonjour Nadia Boucheni, bonjour Nora Nour, bienvenue à vous. Bonjour, merci de nous accueillir. Donc aujourd'hui, moi je vous reçois par rapport à Dielna. Oui. Donc vous êtes Nadia, journaliste, Nora, vous êtes photographe. Exact. Moi je me dis à quel moment ces deux femmes se rencontrent. Ouh, ah tout de suite on attaque. On attaque la romance. On attaque les questions comme ça. Non, on s'est connus sur les réseaux sociaux, en fait, tout simplement, sur Insta. Je pense qu'on avait des abonnés en commun et on s'est abonnés l'une à l'autre. Et moi, je me suis dit, wow, une meuf rebeu qui est photographe et qui habite à Bruxelles. À ce moment-là, je voyais Bruxelles dans ta bio. Et Bruxelles, c'est un peu ma deuxième maison, on va dire. J'ai une amie d'enfance qui est belge, bruxelloise. Donc voilà, c'est des souvenirs d'adolescence, de jeune adulte en vacances là-bas. Et je me suis dit, en fait, une meuf rebeu, je sais pas, du coup, je savais pas quel âge t'avais ni rien, mais je me suis dit, c'est cool, une photographe. Pour moi, je voyais pas... En fait, déjà, il y avait ce truc de représentation. Je voyais pas une femme nord-africaine photographe, pro. Genre, je trouvais ça mortel, en fait. Je me suis dit, j'en connais pas, c'est cool. Et puis, en voyant ces photos, je me suis dit, en plus, ça va, quoi. C'est pas n'importe quoi, ce qu'elle fait. c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, on a commencé à discuter un peu de choses et d'autres... de nos activités, voilà, à l'époque, je n'étais pas du tout journaliste en plus. Et puis elle me dit très spontanément et très naturellement, écoute, j'ouvre une galerie de photos à Bruxelles, si jamais tu passes, viens me voir. Je lui dis, attends, t'as pas dit ça à n'importe qui, je vais venir dans pas longtemps. On m'entend pas assez. Elle vient en groupe en plus, elle vient pas toute seule, parce qu'elle sait pas où... C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on ne sait pas avec qui on a derrière, quoi. Mais moi, j'ai eu un coup de foudre amical direct quand j'ai vu sa page Facebook, parce que... Pas Facebook, pardon, c'était Insta. Où j'arrêtais pas de rire. Alors, elle postait des trucs, je dis, mais c'est pas possible, elle est drôle. Son rapport aux autres, je m'y retrouvais aussi. Donc, du coup, on a contacté, mais ça a vraiment été naturel. Et moi, je pensais qu'elle était journaliste. Donc, peut-être quelque chose de prophétique dans cette histoire. J'étais persuadée qu'elle était journaliste au Parisien parce qu'elle disait que tu travaillais au Parisien à l'époque. Oui, mais en support informatique. Voilà. C'était mon ancienne vie. Oui, c'est ça. Et donc, je lui dis, écoute, je fais ma première expo en tant que galeriste à Bruxelles. Elle me dit, je vais voir D'Angelo à Bruxelles. Je fais, écoute, viens. Oui, je vais le voir en concert. Je n'avais pas rendez-vous avec lui directement. On aurait bien aimé, mais ce n'était pas le cas. Il savait pas qu'on avait rendez-vous, lui. Ah oui. Et donc là, on est en quelle année, là 2014, non 2014. C'est comme ça, hein 2014-2015. Non, 2015. Ouais, 2015, je suis venue. 2015. Et on s'est rencontrés un 8 mars. Ouais, c'est vrai. On s'est rencontrés un 8 mars. Et donc, elle arrive en groupe parce que c'est vrai qu'on ne sait pas qui on a en face. Oui, j'étais venue en week-end avec des amis, du coup, pour le concert, donc j'allais pas leur dire salut. Je leur dis, venez, il y a une meuf qui a l'air sympa. Elle nous invite à bruncher chez elle, dans sa galerie, dans son loft. Et on va faire des photos, je crois. Oui, c'était ça. Je sais pas, on va discuter, on va faire des photos, on verra. Et elle rentre et là, je vois toute la flamboyance arriver. Elle m'apporte C'était des loukoums que tu m'avais apporté. Tu m'avais apporté un petit... Des pâtisseries turques, je crois. Oui, c'était ça. On était dans le quartier turc. C'est ça. Et je vois qu'il y a une grande timidité, en fait, beaucoup de pudeur. Et donc, je dis, on va y aller doucement avec Nadia. Et donc, je commence à discuter avec elle. Et on discute et on clique sur beaucoup de choses. Je la prends en photo. Et après, c'est coup de foudre amical. C'est-à-dire que ça a été pactisé. C'était évident que... Et en plus, je crois que c'était une amitié qui allait durer. Ce jour-là, le jour où on s'est rencontrés, on parlait de nos origines et on a constaté qu'on était donc d'origine marocaine toutes les deux, amazighes, et que nos pères étaient de la même tribu. Genre, il y avait un truc quasiment familial, en fait, sans qu'on le sache. Et ils avaient le même parcours. Ouais. Nos darons avaient le même parcours. Ils avaient fait l'Indochine, ils étaient dans les mines, ils étaient dans le Nord. Il n'a pas fait l'Indochine, mais il a fait l'Indochine. Le mien a fait l'Indochine. Il a combattu les Français. Mais c'était un peu, je pense que c'était un peu le même genre d'homme. Et du coup, il y avait un effet un peu presque miroir. En même temps, on était très différentes. Et en même temps, il y avait un truc qui nous rappelait, qui nous rattachait l'une à l'autre sans même qu'on le sache, quoi. Exact.
Et à quel moment arrive cette idée de fusionner et de créer Dielna ? C'est marrant parce que pour en revenir à cette première rencontre, c'est quand je lui ai dit ah, t'es pas journaliste ? Elle me répond non, j'aimerais bien. Et je lui dis t'attends quoi ? C'est une des premières choses qui. Tu te rappelles ? Je lui dis mais t'attends quoi ? Et ça reste. Et tu fais ta formation ? Non, t'entreprends de faire ta formation. Non, je travaillais encore, je faisais encore de l'informatique, mais ça se passait pas. De toute façon, j'ai fait ça pendant 15 ans et ça s'est jamais bien passé. Et parce qu'en vrai, j'avais ce désir-là depuis longtemps, mais je me l'autorisais pas, etc. Et on avait de grandes discussions entre nous sur tout et n'importe quoi. Et je sais que j'ai retrouvé un screen l'autre fois justement sur Insta, et je pense que c'était suite à une de nos publications l'une ou l'autre. Il y a eu deux photos qui sont passées et on s'est dit. En gros, les magazines, la presse en général ne parlent pas de nous. Nous, donc, en tant que femmes issues de l'immigration nord-africaine, de banlieue, qui n'avons pas un parcours, qui ne paraissons pas exceptionnels, en tout cas aux yeux des médias principaux, des magazines féminins, et même les magazines, dits communautaires. Je ne veux pas les nommer parce qu'en fait, je ne veux pas dire du mal de l'un en particulier, mais qui ne vont parler que d'un aspect, en fait. Donc, on est où la jeune femme d'origine, moins jeune d'ailleurs, d'origine nord-africaine, mais avec comme seule occupation, comme seule obsession de préparer son mariage ou de trouver la recette de cornes de gazelle, ce qui est, en soi, je juge absolument pas, mais c'est qu'une partie de nos identités. Et à côté de ça, si on cherche un magazine féminin, on va pas voir des femmes comme nous. Donc, il y avait la fameuse photo, je crois, des 70 ans de Elle, je crois, où on voyait toujours les mêmes. Et je crois que la seule femme qui sortait du lot, c'était Laila Bekti. Mais voilà, elle est très bien. Mais il y en a qu'une. Et c'était un truc vraiment de manque de représentation, de se dire les magazines où ils vont parler des femmes, où ils vont parler des personnes immigrées ou descendantes d'immigrés avec toujours le même prisme. Où finalement, ça va être un truc communautaire, et si on veut parler culture, ça va pas être notre culture, etc. Donc on n'était jamais pleinement partout représenté comme il fallait. Et je pense qu'en plaisantant l'une ou l'autre, je sais même plus laquelle des deux a dit on n'a qu'à faire un magazine. Et après, je me suis dit, ah ouais, elle a dit ouais, en fait, ça veut dire, c'est pas juste une parole en l'air, il va falloir le faire à un moment donné. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas prête parce que j'étais dans mes galères de boulot, à déprimer, à faire presque un burn-out, mais sans voir d'échappatoire. Et il a fallu une période de chômage pour se dire, écoute, j'ai un petit peu de temps. Déjà, je pense qu'à l'époque, ça cogitait pour que tu deviennes journaliste. Oui, mais ça, c'était toujours dans un coin de ma tête. Tu vois, donc Dielna était, je pense... C'était certainement l'étape nécessaire pour y l'étape arriver après. Le choix du titre on le doit à Nadia. C'est Nadia qui m'a écrit « Comment tu dis à nous en Darija ?» Et je dis tu peux dire Ta'na ou tu peux dire Dielna, Dielna bingo. Et donc du coup c'est venu comme ça. Et c'était un nom court, prononçable par tout le monde, et qui veut dire ce qu'il veut dire, quoi, qu'il est à nous. Donc, voilà. Oui, en fait on cherchait, je pense qu'on a essayé plein de trucs. On cherchait, comme tu disais, un mot court que tout le monde puisse prononcer, et qui en même temps, nous on sait que ça vient aussi de notre patrimoine linguistique. Je crois qu'on avait réfléchi aussi à des mots en amazigh, mais on s'est dit que ça allait peut-être un peu trop excluant. Mais voilà, il fallait qu'un truc rappelle aussi nos racines finalement, et qui en même temps puisse être assez simple. Parce que Dielna ne parle pas que des Maghrébins ou des Marocains en France. On essaye d'avoir une vision beaucoup plus large, et du coup, on s'est dit que ça sonnait bien. C'était disponible en nom de domaine, donc on est parti. Et alors, c'est marrant parce que c'est pour nous et par nous. On n'a rien inventé. On a repris un peu le principe de Fubu, quoi, Forest Bias, mais je pense que ça avait déjà été utilisé en France par d'autres structures ou autres, mais on s'était dit que ce clin d'œil-là, il allait appuyer et installer le côté Dielna qui n'était peut-être pas compréhensible tout de suite par tout le monde. Et de rajouter cette petite phrase en dessous, c'était vraiment de dire, voilà, c'est le magazine qu'on aimerait lire, je pense, qu'on ne trouvait pas, et qui est pour nous, mais c'est un nous très, très large. Alors, c'est important parce que vous le mettez de façon visible partout. C'est-à-dire qu'à Dielna, et toujours en dessous, il y a pour nous, par nous. Parce que ça pourrait être...
Ouais, je sais pas, il fait partie du logo maintenant. Je l'ai rajouté après avoir fait le logo et je me suis dit, bon, on va le laisser. Bah, c'est vrai que le pour nous, par nous, c'est un joli sous-titre, je trouve, par rapport au titre d'Yelna. Et c'est vrai que c'est fait par nous, mais nous, c'est comme on dit au sens large, les minorités, majoritairement présentes, mais minoritairement, comment dire, elles n'ont pas de pouvoir de médias ou de presse ou quelque chose comme ça. Donc par nous, ces gens-là, on veut les représenter, tant les personnes sud-asiatiques, asiatiques ou africaines dans le sens large. Pour nous, c'est bien aussi que certaines personnes qui lisent des articles se retrouvent dans certaines histoires, dans certains parcours. Ça fait sens, en fait. C'est vrai que ça fait partie intégrante du logo. Ouais. Et puis ça attire le regard, ça questionne tout de suite, en fait. Et du coup, effectivement, les arabophones vont comprendre Yelna rapidement. Et puis les autres vont peut-être dire qu'il y a un jeu de mots avec mon prénom ou quoi, et pas du tout. Et ce qu'on m'est sorti déjà. Mais parce que moi, j'y ai pensé. Enfin, alors, pas longtemps, parce qu'il a fallu que je discute avec vous. Mais pendant un moment, je me suis dit, mais c'est Nadia fait un peu partout. Je me suis dit, le L, c'est comme une barre. En plus, au début. Comme une barre qui dit, c'est du verlan, lisez-le comme ça. J'avais pas du tout associé ça. Vraiment, j'étais partie sur le côté d'Arija, à nous. Et je me suis dit, en rajoutant effectivement cette phrase, ça va parler à un plus grand nombre. Et puis, on reconnaît, tu vois. On n'a rien inventé là-dessus. Donc, ceux qui sont très, qui connaissent un peu la culture pop américaine, afro-américaine, forcément, ça va parler. Ou tout le streetwear qu'il y a eu dans les années 90, etc., ça leur parle. Mais j'ai pas du tout percuté sur le prénom. Et c'est quelqu'un, je sais pas si c'est toi ou vous, qui m'avait fait la réflexion ou quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, ah oui, mais en fait, non, je suis pas narcissique à ce point. J'ai pas mis mon prénom. C'est vrai que ça peut faire effet miroir. Entre Nadia, Diana, tu vois. Non, j'aurais pas fait ça. Non, je sais, mais visuellement... Et on fait ça à deux, on peut pas. Je peux pas mettre juste mon prénom. Après, il peut y avoir plusieurs lectures, tout bêtement. Moi, je vais me permettre de lire la propos qui est sur votre site, donc dielna.fr. Dielna est née de la volonté et du besoin de trouver un magazine qui nous ressemble, qui ne soit pas monochrome, qui donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, sans aucune autre prétention que de rendre compte de nos vies, du monde qui nous entoure. Dielna est fait par nous, pour nous, il est à nous. Marhaba bikoum. Il est pas mal, ce texte. C'est bien, hein. C'est bien ce qu'on a fait. Donc, au-delà de vous féliciter, c'est beau de se dire qu'en très peu de lignes, il y a la ligne éditoriale du site, de la fusion et de la photo et du... Pas que journalisme, mais on va dire de la photographe et de la journaliste. Merci. Non, merci. Ça veut dire qu'on a bien bossé et je suis ravie. C'est la première fois que quelqu'un nous lit ce texte comme ça à haute voix, donc c'est assez émouvant, je trouve. Je pense que ce texte, il nous a aidé aussi, nous, du coup, à définir. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on allait parler que des femmes, que des Maghrébins? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et finalement, je pense que l'écrire comme ça, on s'est dit, il n'y a rien de... On n'a pas écrit noir sur blanc, on va parler que des racisés, on ne parlera jamais de blanc, c'est pas le cas, parce que d'ailleurs, je pense qu'il y a quelques personnes blanches dans le magazine. Assez pour qu'on nous dise qu'on n'est pas anti-blanc, je crois. Mais non, sérieusement, avant de se lancer, de toute façon, il est important de savoir pourquoi on fait les choses et quel est le but final. Après, la forme, elle peut changer, elle peut varier, elle peut évoluer, mais je pense que c'est ce qu'on se garde à chaque fois en tête, même si ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu en mémoire. Ouais. C'est bien de le rappeler. Donc, dans la propos, vous parlez du besoin de trouver un magazine qui nous ressemble, ça, on en a parlé. Monochrome, on en a un peu parlé. Alors, sans aucune autre prétention. Est-ce qu'on a le droit de la prétention? Alors ça, je suis sûre que c'est moi qui l'ai mis, du coup, parce que c'est mon côté pas sûr de moi, je pense, qui a parlé. Non? Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Mais est-ce qu'on peut s'autoriser à de la prétention? Aujourd'hui, je te dirais oui. Mais qu'est-ce que la prétention, en fait? Je ne vais pas faire la question philosophique. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui est perçu comme... être fier de ce qu'on fait peut être perçu comme une prétention parce qu'on est des femmes, parce qu'on est issu de minorités. Et je pense que si un homme blanc avait créé un magazine pour parler de ses semblables,
il aurait même pas eu le besoin de dire sans autre prétention et on lui aurait pas posé la question, je pense. Après, moi, je pense que ça a été écrit en août 2016, Voilà, très certainement. On était, très sincèrement, moi, j'étais pas sûre de moi et de la durée. Et que là, pratiquement fin 2020... On va l'enlever sans aucune autre prétention. Non, mais c'est on va pas, laisser comme ça. C'est pas un reproche, hein, c'est juste de se dire, Non, est-ce que justement une journaliste et une photographe ont aussi le droit de la prétention? Est-ce qu'on peut se le permettre? Je pense qu'aujourd'hui, on ne dirait pas de la même manière, je sais pas. Alors, prétendre qu'on est qualifié pour faire ce job, oui, 200%. Et c'est pas moi qui vais m'excuser de mon parcours ou du parcours de Nadia. On est là pour ça et je veux même pas entendre quelqu'un me dire mais est-ce que c'est un vrai magazine? Mais est-ce que tu es une vraie photographe? Comme on a pu me poser des fois comme question. Ça, oui, de se dire prétentieuse, c'est-à-dire on est au-dessus des autres et qu'on est... Non. Il n'y a pas d'arrogance. Il n'y a pas d'arrogance. Par contre, prétendre qu'on est qualifié pour ce qu'on fait, et chaque semaine, oui. Et il y a zéro syndrome de l'imposteur en ce qui nous concerne pour le coup, parce que je veux vraiment nous englober toutes les deux. Il y en a encore un petit non, peu. Arrête. Pas. L'important... Non, mais pardon, oui, je te coupe, mais c'est important aussi de... Tu vois, je me souvenais plus de ça et de me dire que, effectivement, aujourd'hui, je le mettrais peut-être pas. Ou je me poserais la question et j'hésiterais peut-être. Et à l'époque, je sais plus comment on l'a écrit, mais c'était aussi une manière de dire, bah voilà, on n'est pas... Effectivement, j'étais pas professionnelle dans ce domaine à l'époque. Et on n'avait pas d'expérience en créant un média, un magazine, etc. Donc c'était vraiment un truc, on l'a lancé, on avait envie que ça dure, mais très sincèrement, je ne savais pas si on allait pouvoir le continuer, si on allait avoir de quoi, quelque chose à dire en fait, régulièrement, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'au bout de 2 mois, 3 mois, je sais pas, on va se dire, oh, bon, on a fait le tour, salut. Alors que non, en vérité, une fois que tu commences, tu vois bien qu'il n'y a pas de limite. Donc, je pense que c'est par rapport à ça que ça a été mis, mais que peut-être qu'aujourd'hui, on le ferait différemment. Oui, sûrement. Toi, c'est sûr. Bah oui, j'ai pas de problème. Toi non plus. Je continue dans la propos. Donc l'importance, encore une fois, de rendre compte, sans aucune autre prétention que de rendre compte de nos vies, du monde qui nous entoure. C'était la volonté de vraiment du coup donner la parole, ou en tout cas mettre un coup de projecteur à notre niveau sur des personnes qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que on vous a interviewé aussi dans le cadre du dernier documentaire que vous avez fait. Et j'ai pas vu beaucoup de grands médias s'intéresser à vos films, et à celui-ci en particulier, parce qu'en plus, il y avait des gens justement déjà connus donc c'est Nos Plumes, pour ceux qui ne savaient pas. Il y avait des gens assez connus dans le documentaire, et je me dis que, par exemple, une telle œuvre et un parcours que vous avez, je comprends pas pourquoi, en vrai, des médias culturels ou un peu importants ne mettraient pas en avant ce parcours et cette œuvre. Donc c'est ça, c'est vraiment rendre compte des talents en fait qui existent autour de nous et dont on n'est pas au courant forcément, parce que oui, ça demande de chercher un petit peu. On vous l'amène pas sur le plateau de TF1 du 20h de TF1 tous les soirs. C'est pas nous qui sommes invités sur ces grosses émissions là. Donc si on veut vraiment savoir ce qui se passe en France en tout cas, et d'un point de vue culturel ou autre, et ce qui se passe de différent, d'un peu unique, il faut creuser, il faut aller prendre du temps pour chercher, etc. Donc je pense que c'était ça, rendre compte, c'est vraiment montrer la vraie diversité des talents, des personnes racisées. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça. Je pense que le manque de représentation casse l'ambition. Moins on montre de gens, et plus on étouffe une population non représentée, en fait. Donc on dit, t'as pas le droit à ça, ne rêve pas à ça, tu ne peux pas faire ça. Et là, le fait de montrer des gens millionnaires, de montrer des gens qui ont réussi dans la restauration, de montrer des femmes mannequins sud-asiatiques, tout ça, il y a 1000 parcours autour de nous qui ne sont jamais montrés. Il suffit juste d'aller dans un relais H, regardez juste les couvertures. Je ne sais même pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est white, oh so white. Il n'y a rien qui nous représente. Quand vous ouvrez ces magazines, et je parle des médias de masse, souvent les textes que vous lisez, ou en tout cas les articles, vous n'êtes pas rassasiés, ou vous ne trouvez pas quelque chose qui vous donne envie de dire on va de l'avant. Donc on peut quasiment citer 10 personnes racisées qui ont eu un parcours qui pourrait booster, mais
pas tant que ça au final. Donc c'était important pour nous aussi de montrer tous ces parcours et tous ces, je sais pas comment dire, toute cette mosaïque de personnes qui, tant dans le business ou dans l'artistique ou dans la restauration, ont réussi des choses parce qu'ils se sont écoutés au final. Si la société leur a dit non, eux, ils se sont pas dit non à eux-mêmes. Et ça, moi, c'était le cœur du truc par rapport à Dialna, quoi. Et je dirais même, au-delà de la réussite, c'est très bien, tu vois, s'ils réussissent, mais au-delà de la réussite, c'est vraiment d'avoir entrepris, d'avoir fait quelque chose. Qui est une réussite en soi, déjà. Oui, non, voilà. Moi, je veux dire, c'est au-delat de la réussite sociale de se dire j'ai gagné tant d'argent, j'ai réussi à faire tel truc. C'est vraiment de se dire, en fait, je l'ai fait, on m'attendait pas là. Et pourtant, je suis allée dans ce domaine, c'était pas facile. Et c'est pas une question de méritocratie ou autre, parce qu'on n'est pas du tout dans ce type de réflexion. Mais vraiment de se dire, en fait, c'est possible. Bien sûr, il y a des obstacles, il y a tout ce que vous voulez. La société ne nous apporte pas le tout près comme ça. Mais voilà, moi, j'avais ce problème-là je voulais être journaliste et je voyais pas de femmes comme moi et je me disais que c'était pas pour moi. Et c'est en rencontrant certaines femmes qui font ce métier et qui le font éminemment bien, je me suis dit, OK, en fait, il y a une possibilité. Donc, elles existent. C'est pas facile pour elles. Elles galèrent certainement beaucoup plus, mais elles sont là, elles font. Mais pourtant, je les connais pas. En fait, j'ai dû attendre un certain âge et chercher, aller. Les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, mais sans ça, ça m'arrivait pas comme ça assez facilement. Et c'est ce pont-là, en fait, qui est intéressant de faire, de vraiment, alors encore une fois, avec nos moyens et nos audiences, mais de proposer une multitude de personnes différentes, de parcours, de réflexions aussi sur toutes ces questions. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça en inspire un ou une, c'est déjà mortel. Si ça en inspire plus, voilà, on a gagné, on est content. Alors, votre site, il parle de cinéma, de séries, d'expositions, de livres, de musique, de théâtre, d'actualité, de billets d'humeur, d'interviews de personnalités, des focus en tout genre, de podcasts, de Jamais sans mon livre, de portraits de femmes, de Ugly is Hype, de food corner, de restaurants. Il y a la playlist, il y a Vie ma vie. Il y a grosso modo 10 grosses thématiques et dedans, il y a 24 sous-thématiques. C'est beaucoup. Comment deux femmes qui bossent à côté, très certainement, oui. Arrivent à remplir toutes ces cases-là, ou chaque case. Vas-y. C'est marrant quand on pose des chiffres sur notre travail, comment on ne se rend pas compte du truc, en fait. Alors, je fais un instant égo. Vas-y. Il se trouve qu'on est deux femmes qui aimons vraiment la culture et on s'intéresse vraiment au monde qui nous entoure. Et à chaque fois qu'on avait des conversations, on se dit mais ça peut être un super article, et ça peut faire ci. Donc tout ce que vous venez de citer, c'est nos centres d'intérêt. Après, quand on fait un magazine, ça devient quasiment une personne à part entière. Il faut le nourrir. Et on ne se voit pas, nous, ne pas le ravitailler. Donc du coup, c'est vrai qu'on a souvent ce marathon qu'on a mis en place et on ne peut pas imaginer ne pas avoir des articles de côté, en fait, par rapport au magazine Dialna. Donc on se tient. Il y a des moments où on est fatigué, c'est vrai, mais à l'idée de passer du temps sans mettre d'articles, c'est juste impensable pour nous, parce que même quand on est en vacances, on met des replays. Après, il y a eu quelques plumes qui nous ont rejoints. La plupart des femmes, beaucoup, ouais. Et donc ça aussi, ça nous a pas mal aidé. Mais c'est vrai que ça regroupe quasiment tous nos pôles d'intérêt en un magazine. Il faut dire à quel point on est intéressante quand même. Et encore, c'est vrai que ça paraît... oui, c'est énorme. C'est pas ça paraît énorme. Il y a énormément de boulot. Mais en fait, il y a encore... j'ai envie de dire presque, c'est pas assez parce qu'on a... on a régulièrement des idées qui ne vont pas au bout parce que voilà, on ne peut pas se démultiplier, mais en vérité, on aurait de quoi faire encore plus. C'est juste qu'on manque de temps, de moyens et qu'on peut pas être à temps plein dessus parce qu'on ne gagne pas notre vie avec ça. Mais si on pouvait, je pense qu'on ferait encore plus de catégories, plus de publications. Les idées, elles sont toujours là, en vérité. La peur que j'avais de ne plus avoir quelque chose à dire et de plus trouver des gens dont on doit parler, elle s'est estompée très rapidement. Une fois qu'on était lancé, on avait une rencontre en appelle une autre, une interview en appelle une autre, et on est rarement à sec, sans idée. Ça peut arriver, manque d'inspiration, mais on retombe assez... Il y a toujours quelque chose qui
Et je pense que le fait aussi d'avoir justement élargi dès le début et de ne pas s'être mis des limites en disant on va parler que des femmes, on va parler que de ceci, de cela, c'est quand même hyper vaste. Et encore, je trouve qu'on est même encore pas assez présente sur certaines communautés, certains aspects. Parce que, encore une fois, voilà, on est que deux et on aimerait toucher plus de... Enfin, du moins parler de plus de monde. Donc les idées, elles sont toujours là. C'est juste qu'on n'a que 24 heures dans la journée, qu'on a du mal à décrocher aussi. Mais voilà, on va faire encore plus. Non seulement 24 heures, mais en plus, vous travaillez à côté. Enfin, il y a le côté monétaire qui oblige les gens à avoir des fonctions très souvent. Et donc, du coup, c'est aussi trouver le temps. La matière, c'est bien, mais c'est aussi trouver le temps de développer cette matière-là. Bah, complètement. On jongle. On est un peu artiste de cirque. Là-dessus, le binôme fonctionne bien parce que quand il y en a une qui a l'idée d'écrire ou en tout cas qui commence à écrire quelque chose, il y a toujours une deuxième qui arrive, qui relit, qui dit là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc notre synergie, c'est comme ça qu'on dit, fonctionne bien par rapport à la qualité, enfin on espère, la qualité des textes et comment on fournit, et la quantité, comment on fournit ça. Ça, c'est l'humain en fait qui rentre en compte et ça, on peut pas le... On ne peut pas le contrôler. Et si ça se passe bien, c'est qu'il y a production. Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire toute seule parce qu'il me fallait le coup de pouce de mon coach de vie là à côté. Et donc, toute seule, je me serais jamais lancée parce que j'aurais pas osé. Et je pense que je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre parce qu'il faut... Non. Non. Bah si. Non, j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre, ça c'est évident, parce qu'il faut... je sais que je peux lui dire à peu près tout et qu'elle va pas le prendre mal si je lui dis tel truc non ou ça, ou des fois on n'est pas forcément d'accord tout le temps sur tout et donc on essaye de négocier l'une et l'autre, peut-être moi plus que toi, mais je sais que on a une confiance l'une dans l'autre et je sais que si elle est hyper occupée parce que on a aussi nos vies, nos activités, je vais prendre le soin de faire plus de choses pour la soulager et inversement. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, souvent, les choses se décident à la dernière minute aussi. Et on fait les choses pour le lendemain. Mais la plupart du temps, on essaye ça s'équilibre bien. Voilà, de planifier les choses assez longtemps en avance pour pouvoir lever le pied comme on veut. Et ce qui est marrant aussi, c'est que vous citiez tout à l'heure des magazines très mainstream. Ce qui est impressionnant dans votre magazine, sur votre site, c'est que les articles sont hyper détaillés. Si vous prenez le temps, que ce soit long, que ce soit détaillé, que ce soit précis, et qu'il n'y ait pas un nombre de signes ou signés, et qu'au contraire, c'est... Au début, moi, je faisais des articles assez courts. C'est en travaillant avec Nadia où j'ai appris à développer mes articles et en me disant il faut que je donne de l'info pour que les gens comprennent vraiment bien vers quoi on va. Mais au début, mes articles n'étaient pas très longs parce que je n'avais pas confiance en moi par rapport à l'écriture. Donc je me suis dit, on ne va pas trop en mettre pour pas que les gens aient l'impression de lire n'importe quoi. Et au final, avec Nadia, et là, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a donné confiance en moi pour l'écriture en disant, mais ce que tu dis est intéressant, partage avec le monde, pourquoi tu veux te taire ou te réduire, c'est pas grave, moi je suis là, on peut corriger, on peut revoir. Mais au début, non. Au début, mes articles étaient... Quand je relis les débuts de mes articles, c'est assez court quand même. Et c'est vrai qu'on prend le temps maintenant d'écrire, mais ça, c'est le prix de la liberté de l'indépendance. Au final, on n'a pas quelqu'un à qui on doit rendre des comptes en disant il y a 4000 caractères, tu dois faire ci, tu dois parler de ci, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai qu'au début, même maintenant d'ailleurs, on n'a jamais fonctionné en combien de signes. C'est peut-être une erreur, parce que un calibrage, c'est bien aussi. Mais le but était vraiment de se dire de toute façon c'est pas même si on travaille sérieusement, c'est pas un truc pro, on n'a pas les moyens, tu vois, du truc pro dans le sens où on a des limites, on a des conditions, etc. Non, c'est le truc qu'on veut faire dont on rêve depuis toujours. Lançons-nous, si ça nous intéresse, ça va forcément intéresser au moins une ou deux personnes, tu vois, il y a pas de... Je pense qu'on pouvait toucher au moins quelques personnes autour de nous. Et après, c'est un peu pris un peu plus.
Et c'est vrai qu'après, moi, en me professionnalisant, je sais pertinemment que les articles, notamment les interviews, où vraiment, du coup, vous l'avez aussi vécu avec moi, on prend le temps, on essaye de parler vraiment d'un peu tous les aspects, du parcours de la personne, etc. Et moi, j'avais envie de rendre ça comme si le lecteur, en fait, finalement, était avec nous lors de la conversation et il peut parler tout seul devant son écran et se dire « Ah oui, ça c'est bien ou pas ?» Et vraiment de prendre le temps de connaître la personne. Vraiment, c'était cette volonté de me dire « Il y a plein de gens de talent, en fait, et on les voit pas, on les connaît pas. Et vu qu'on les voit pas ailleurs, quand ils seront chez nous, on va leur laisser le temps de se raconter, de dire les choses qu'ils veulent. Alors bien sûr que je coupe des choses, je laisse pas... ce n'est pas une retranscription brute des interviews que nous publions. Mais bien entendu, il y a de la réécriture, on enlève des choses qui n'ont pas grand intérêt parce que répétition ou autre. Donc il y a quand même un travail éditorial. Mais vraiment, c'est une volonté et c'est quelque chose de conscient de laisser une longue interview. Donc je sais que ce n'est pas des choses qui se font forcément sur les sites d'information ou les magazines en ligne, voire même papier, parce qu'il y a des contraintes économiques aussi, de toute façon, qu'on n'a pas. Donc au final, on n'a pas de pub, on n'a pas de patron, donc autant faire aussi ce qu'on veut. Et je sais pertinemment que les interviews que je publie très longues sur Dialna, je ne pourrais pas les publier telles quelles sur les sites pour lesquels je travaille. Donc je me fais plaisir, parce que c'est hyper frustrant en vrai. Et on nous apprend ça, clairement. Il faut trier l'information en journalisme pour donner l'information principale et ne pas noyer le lecteur. Et je comprends tout à fait. Mais en même temps, on a la chance toutes les deux d'interviewer des gens vraiment passionnants. Enfin, régulièrement, on passe... En gros, les interviews qu'on fait, elles durent entre 1 heure, 1 heure et demie. Même une après-midi, des fois. Et après, la discussion se poursuit, comme avec vous, autour d'un café pendant des heures et des heures. Donc, il y a tout le off qu'on ne met pas du coup dedans, parce que c'était vraiment des discussions privées après. Mais au moment de l'interview, je me dis à chaque fois, waouh, c'est passionnant. Et je le lis pas d'habitude, d'ailleurs, ça. Donc, pourquoi j'enlèverais des choses qui vraiment me semblent intéressantes et pertinentes, pour le coup, par rapport à la réflexion qu'on a. Je sais que les gens ne lisent pas forcément beaucoup et je les oblige pas à lire toute l'interview d'un coup. On peut lire une partie, revenir dessus une semaine plus tard et l'article est là, il est en ligne de toute façon, a priori il bougera pas. Et si on n'a pas le temps de tout lire, on peut laisser pour une autre fois, c'est pas un problème. Mais au moins il est là tel quel, dans la longueur. Et quand on a le temps, on peut s'y mettre. Et pour moi, c'est vraiment important. Je pense que toi aussi, tu as pris goût du coup à la longueur. C'est vrai. J'ai pris goût. Justement... Comment Nora Nour, la photographe, devient journaliste et se met à écrire des articles? Moi, j'ai été d'abord photographe de presse, il y a longtemps. Ça payait très mal. Et à l'époque, je travaillais pour un magazine et je m'entendais plutôt bien avec la rédac chef du magazine. Et on avait déjà à l'époque décidé de faire un magazine en ligne. Donc, j'avais déjà eu l'expérience. Mais je me suis confrontée à un problème de race sociale avec cette personne, de choc des cultures, de racisme, disons les choses comme elles sont. Donc on a très vite arrêté ce magazine. Et il a fait que 6 numéros en ligne. Et c'était déjà à l'époque hyper formateur pour beaucoup de choses. Donc je savais ce que c'était que d'aller chercher les gens, de leur dire « est-ce que vous voulez poser pour moi ?» Enfin voilà. Et après j'ai dit « moi j'écris plus ». Mon écriture est purement photographique et ça s'arrête là. Et c'est ce que je sais faire et on ne fait pas plus. Et donc, du coup, j'ai continué encore un petit peu à faire quelques photos de presse, mais pas beaucoup. Et j'ai enseigné la photo de presse après dans une école photo qui était dans le Marais. Et je me suis dit, c'est quand même... Il y a une adrénaline quand même qui se passe quand on va interviewer quelqu'un, quand on fait la rencontre, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Ça peut très bien se passer comme... Ça m'est arrivé rarement, mais comme des fois, ça ne se passe pas bien. Et là, on regarde nos qualités humaines. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour désamorcer une tension ou au contraire la nourrir et voir ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'adrénaline quand on fait un article et des photos de presse qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc j'avais toujours laissé ça dans un côté de ma tête en disant c'est dommage que cette aventure presse ait avorté aussi vite, en fait. Et je rencontre Nadia. Et là, je dis, ok, je me souviens, parce que j'avais dit, moi, je fais des photos, mais je pense pas écrire. Et c'est vraiment Nadia qui m'a dit, non, ce que tu dis, c'est intéressant, je vois pas pourquoi. Il y a des gens qui sont pas qualifiés, qui écrivent, je vois pas pourquoi tu t'écrirais pas et tout. Et donc, je dis, ok, on va écrire, mais s'il te plaît, reste derrière moi.
Et voilà, c'est comme parce que je me suis sentie rassurée par rapport à Nadia que je l'ai fait. Mais je pense que si je m'écoutais à ce moment-là, je serais restée dans l'écriture photographique, ce que je sais faire en fait pur et dur. Donc, du coup, ça me pousse aussi à parler de femmes photographes racisées. Et là, je me dis, je joins les deux en fait. Donc, c'est super intéressant. C'est ça, moi, au-delà du fait que de toute façon, pour moi, Meura, elle est passionnante en tout, donc je ne voyais pas pourquoi elle l'écrirait pas. Mais surtout, par son métier, elle a un regard particulier sur le monde de l'image en général, donc que ce soit le cinéma. Voilà, on discutait souvent de cinéma et tu avais des réflexions que je ne voyais pas en fait, parce que les spécialistes du cinéma parfois aiment s'entendre parler et c'est tout, et ils parlent pas finalement du fond. Et ouais, c'était gratuit ça. Et puis surtout son regard sur la photo. Et je trouvais que c'était un atout incroyable pour un magazine d'avoir une photographe qui écrit et qui peut aussi écrire sur les photographes, parce que clairement, voilà, moi j'y connais rien, j'adore la photo, mais pourtant, à part les grands noms, je connaissais pas de femmes photographes. Le truc qui m'avait tout de suite, où j'ai tilté quand j'ai vu son compte Insta, de me dire, attends, en fait c'est mortel, il y a aussi des femmes arabes photographes, franco-marocaines photographes, c'est mortel. Donc en fait, il doit y en avoir d'autres, et pourquoi on les connaît pas, pourquoi on les voit pas, pourquoi on n'a pas un regard aussi avec ce point de vue-là de leur travail. Donc, en fait, c'était une évidence. Il fallait, pour qu'aussi ce magazine, il a un truc qui se démarque un peu, c'est qu'on parle de photographie et de manière très, très accessible, en fait, pas en faire un truc de élitiste, de professionnel. Non. Donc voilà, c'était... Il fallait vulgariser le truc, quoi. Et puis vu qu'elle m'encourageait à faire des photos, alors que c'était pas du tout mon truc, il n'y avait pas de raison qu'elle ne se mette pas à l'écriture. C'est pas faux. Donc parlons de ça. Donc la journaliste se met aussi à faire des photos. Oui, en fait à l'époque j'étais pas journaliste et je suis pas photographe de toute façon, mais j'aimais ça. J'apprenais un peu dans mon coin. Après forcément Nora m'a donné quelques trucs aussi, elle m'a donné quelques cours accélérés. Et en fait la question s'est posée, mais vraiment de manière, c'était une question de logistique. Nora à l'époque vivait à Bruxelles. Moi, j'étais à Paris et si on devait faire des interviews et rencontrer des gens, il fallait bien qu'on ait des photos de ces personnes pour mettre dans notre site. Et si je pouvais que faire l'interview seule, parce qu'au début, on les faisait pas ensemble, c'était compliqué. À un moment donné, il fallait quand même que je me débrouille pour faire un portrait correct au moins de la personne, quand elle acceptait de se faire photographier. Donc, il n'y avait pas le choix. Du coup, je devenais... Et puis, j'avais aussi la rubrique Jamais sans mon livre, qui était une rubrique photo à la base et qui s'est transformée en rubrique photo podcast. Donc, elle a une belle évolution, on va dire. Mais pareil, il fallait bien que je fasse quelques photos plutôt à peu près correctes pour les publier. Donc, ça va, c'est bon. Fais des belles photos, non, mais, faut arrêter. Oui, mais je ne suis pas photographe, je mais vais pas voler le métier des autres. Il y a des gens qui disent photographe et qui... voilà le travail qu'ils fournissent. Certes. Quoi, donc, bon. Mais en tout cas, voilà, par la force des choses, il a fallu que je m'y mette. Et après, c'était pas une corvée ou quoi que ce soit, au contraire. Mais dans l'idée, c'était, voilà, moi, je suis pas photographe, mais j'aime bien ça. Donc, je vais aussi faire des photos. Et toi, tu es photographe à la base. L'écriture, c'est peut-être pas ton truc, mais tu vas aussi écrire parce qu'en vérité, tout le monde peut le faire. L'idée derrière, c'était ça aussi, de se dire, il n'y a pas de... En vérité, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de truc, non, moi, c'est pas pour moi, je sais pas le faire. C'était un moyen de se rassurer, nous, l'une l'autre. Et aussi de dire aux gens, on s'en fout des diplômes, des trucs. C'est bien d'apprendre, bien sûr, il faut apprendre un métier, les bases. Mais en vérité, même si vous les avez pas, lancez-vous et puis vous apprenez sur le tas aussi, quoi. Et plantez-vous, parce que ça fait partie aussi du jeu. On a peur de faire des erreurs, mais je trouve ça super important d'en faire, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est l'apprentissage. Oui. Pour revenir sur le site, moi je trouve que c'est un site très propre. Merci. Très bien rangé. On reviendra souvent, dis donc. Très propre, très bien rangé. La charte graphique, c'est un peu en noir et blanc, plus ou moins. Une typo sobre, mais très très riche pour le contenu. Je pense que vous avez créé le site toute seule. Et comment vous arrivez à un moment donné à vous décider des cases, des couleurs, des formes, du rangement De la propreté. Moi, je trouve qu'on arrive sur le site, on a envie de dérouler... Alors, ça fait plaisir à entendre. Ouais. C'est la première fois qu'on l'entend. Merci. Et ça fait plaisir. Non, merci, c'est vrai. On a changé l'apparence du site il y a quelques temps. Au tout début, il était aussi assez minimaliste dans les couleurs et tout. On était toujours dans des couleurs noir-blanc parce que je pense que c'est plus simple aussi. Et ça attire... Il y a moins d'informations, tu vois, qui peuvent polluer le message. En fait, tout de suite, on voit le truc et on
on a l'essentiel, en fait, qui est le site, qui est les articles. Et aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'est concerté pour dire qu'il fallait que ça rappelle aussi le journal papier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, peut-être, ouais. Dans le journal papier, noir et blanc. Et, donc, on voulait un peu travailler. Tu vois, j'avais on s'est oublié. dit, c'est pas papier, ça sera numérique, mais on revient assez cool. Enfin, peu de couleurs qu'il y a, même pas des couleurs en plus, c'est noir et blanc. Mais, oui, voilà. Là, c'est mort, en fait. C'était l'idée. Enfin, c'est comme ça quand on a fait le logo. Sincèrement, pour être honnête, enfin voilà, je crois, toi, tu as un peu plus le côté graphique, visuel dans ton métier, mais j'y connaissais rien. On a bidouillé, on a appris sur le tas le site, comment on va installer WordPress, comment on va faire le truc. Tu t'y connais quand même en WordPress et en informatique. Oui, mais alors, c'était rien à voir. Vraiment, là, une fois que j'ai plongé dedans, j'ai passé 2-3 nuits blanches et je me suis dit, pourquoi ? En fait, pourquoi je m'impose ça ? Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après tu choisis des thèmes. C'est vraiment les trucs basiques. On n'est pas allé chercher des gens pour le faire parce que déjà on ne les avait pas et on n'avait pas de quoi les payer. Donc on s'est dit nous on va travailler gratuitement pour nous et on verra ce que ça donne. Mais on avait cette idée de toute façon un truc très comment dire, minimaliste, mais pas d'un point de vue péjoratif, vraiment l'essentiel. Et dire que de toute façon, ce qui va compter dans ce site, c'est vraiment le contenu qu'on va y mettre. Donc il ne faut pas que on soit pollué visuellement par plein d'informations, par des couleurs, par des trucs. Et on voulait quand même que ça ait un truc, que ça ait une apparence pro, tu vois, que tout de suite on se dise pas, c'est juste un blog que de pauvres filles ont fait, machin, mais que ça soit vraiment, que ça soit pris au sérieux en fait. C'était ça. On voulait que ça soit pris au sérieux tout de suite et que ce soit pas juste un truc, un blog supplémentaire, machin, avec encore une fois sans aucun jugement de valeur sur les blogs qui sont très bien aussi. Mais on voulait que ça attire l'œil tout de suite et qu'on se dise tiens, il y a quelque chose derrière. Ouais, ça fait très professionnel, je trouve. Mais merci. Réussi alors. Ouais. Et alors du coup, vous avez le site que vous nourrissez, mais vous nourrissez aussi Facebook, aussi Twitter, aussi Instagram. Donc il y a Diana un peu sur tous les réseaux, mais il y a aussi les pages de Nadia, les pages de Nora. Donc comment vous arrivez un petit peu à alimenter, à être vous sur vos espaces, à être Diana sur certains, à faire une... Je te cache pas que sur certaines plateformes, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à faire la part des choses. C'est vraiment Nadia qui s'occupe du plus gros de tout ce qui est après, en fait, sociaux. Pardon. Ouais, idéalement, on devrait avoir quelqu'un qui ne s'occupe que de ça et qui pourrait alimenter, tu vois, la page Facebook autrement aussi que par nos publications. Tu vas partager d'autres articles sur les mêmes thématiques et alimenter ça beaucoup plus régulièrement parce qu'on connaît les algorithmes qui font que si la page n'est pas alimentée tous les jours, etc., il y a moins de gens la voient. Mais bon, voilà, c'est un métier et c'est hyper chronophage et du coup, on ne peut pas avoir la présence, en tout cas tu vois, qu'on aimerait avoir de manière très importante sur les réseaux. Donc après, moi, c'est vrai que je suis une grande consommatrice, on va dire, des réseaux sociaux, même si je ralentis un peu. Et je trouve que c'est par période. Par période, j'ai été peut-être plus présente sur Twitter au début, et ce qui a permis aussi d'avoir une certaine petite communauté, peut-être plus dans le milieu militant, etc. Et puis, à un moment, ça a été Facebook qu'on alimentait beaucoup. Là, je pense que je suis peut-être plus présente sur Instagram, donc j'essaye de varier un peu, mais ça prend un temps fou. Et je pense qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait sur les réseaux par manque de temps. Ouais. Et parce que vous êtes Eddie Elna et Nadia, la journaliste, Nadia, la copine, Nadia, l'amoureuse de ceci, de cela. Et donc, du coup, avoir à jongler avec toutes ces identités sur différents... Ouais, mais en même temps, ces identités-là, elles se rejoignent parce que finalement, l'intérêt aussi d'avoir cofondé ce site avec Nora, c'est vraiment y mettre nos centres d'intérêt. Donc, en vérité, quand je partage un truc sur Dialna ou sur mon compte, je me dis, en fait, ça peut aller sur l'autre, tu vois. Donc, des fois, je fais les deux et après, tu te trompes un peu sur quel compte tu es. Mais voilà, si tu vois une info concernant... ou tout simplement concernant une personne qu'on a interviewée, dont on a publié une interview, un portrait, et on voit une actualité qui le ou la concerne, moi, je vais avoir envie de la partager parce que c'est un truc intéressant et ce qu'il ou elle fait m'intéresse, mais en même temps, je me dis, oui, il faut aussi le partager sur Dialna, ça fait un suivi, ça rappelle aux gens que on a parlé de cette personne il y a 2-3 ans, etc.
Et en vrai, si on s'écoutait, je serais dessus tout le temps. Mais du coup, je ferais pas le reste, les articles, donc on peut pas. Parce que je ne peux pas me diviser. Mais oui, ça prend du temps, ça. Il y a des rendez-vous quand même réguliers sur votre site ou même sur vos réseaux. Je pense par exemple à les playlists ou le son du lundi. Alors comment ça se crée tout ça? Ça, c'est aussi une idée de Nadia. Et c'était pas prévu en plus au début. Non. C'est un jour où tu m'as dit ce serait bien qu'on mette un son comme ça de temps en temps. Et je te dis bah vas-y, viens, on le fait toutes les semaines. On va se rajouter du boulot. Non, c'était moi dans mon ancien Facebook où je mettais tous les lundis un son du lundi en disant pour Ah ouais, commencer voilà. la semaine, jeunes c'est gens. ça. Et je toi, t'avais tu dit, me bah, disais, viens, on le Nora, fait. on le fait pour deux. Et donc, du coup, comme on est deux mordus de musique, mais vraiment, quoi, du coup, on s'est dit, et si chaque article devait représenter un son, ce serait lequel? Et du coup, chaque son représente un article, et ça fait la bande-son au final Et voilà, du c'est mois. pareil, ça, on n'avait pas pensé au moment du lancement du site. Non. Enfin, quand on préparait toutes les rubriques, ce qu'on allait faire et tout, on n'avait pas pensé playlist. Et c'est vraiment au fur et à mesure des publications, on s'est dit, mais en fait, une playlist en fin de mois, ça peut être cool. Et on reprend, ça fait un moyen de revenir en fait sur les articles si vous n'avez pas eu le temps de le lire, parce qu'ils sont longs, même si au début, c'était pas très long, de rappeler musicalement aussi les articles. Mais en faisant ça, on s'est rajouté du travail. Mais oui, voilà, supplémentaire. j'ai pas du tout réalisé que ça ferait du boulot en plus tous les mois, quoi. Si. Et mais bon, c'est pas grave, c'est Ouais. bien. Mais bon, du coup, en plus, la musique, je trouve ça super intéressant de faire des recherches de sons parce que ça vous permet d'être dans l'air du temps en permanence, de ce qui se fait, de ce qui arrive, des productions qui viennent. Et du coup, on n'est pas déconnecté, en fait, grâce à ça. Donc, le son du lundi et les sons qui correspondent aux articles, ça nous met une espèce de piqûre de rappel de ce qui se passe, de ce qui se crée, de ce qui se fait. Et voilà, quoi. Et je trouve ça, ça nécessaire maintenant. Comme tu le disais, il y a de toute façon ce rapport à la musique qui est présent voilà, pour nous deux. Et puis, pour plein de gens, on voit que c'est aussi hyper... l'éclectisme aussi, tu vois, qu'on met dans le site en termes de différents profils, etc. Et du coup, on essaye de le mettre aussi dans cette playlist parce qu'on va aller autant vers des sons un peu plus traditionnels du Maghreb. Et c'est un plaisir de redécouvrir, en tout cas pour moi, parce que j'avais ce blocage avant de ne pas vouloir écouter tout ce qui se faisait au Maroc ou ailleurs d'ailleurs. Et de redécouvrir ça aujourd'hui, je trouve ça hyper important. Et d'allier ça à des titres de rap, d'aller chercher d'autres types de musique et de faire un mélange... A priori, quand tu la vois, tu dis qu'il n'y a aucune pertinence, aucune cohérence en fait, dans ces sons qui sont hyper différents. Mais en fait, c'est à l'image des différentes thématiques et des articles qu'on propose. Et je trouve que c'est une autre porte d'entrée qui est aussi qui est sympa, quoi. Ouais. Et qui est sympa même pour l'auditeur, parce que moi, en général, le lundi ou le mardi, quand j'oublie que c'est le lundi, je dis c'est quoi le son de cette semaine? Eh ben, n'hésitez pas à nous proposer des sons, tous les gens, parce que des fois, j'avoue, des fois, on est un peu le dimanche soir, on s'appelle, on se dit alors demain, on met quoi? Et c'est un peu à la dernière minute. J'avoue. Rare. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais c'est quand aussi on le est- truc de se dire, on va en décider un comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu, peut-être pas l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, on a eu comme ça quelques personnes qui nous ont proposé des sons et ça nous a plu, c'est des trucs plutôt cool, donc on Ouais, prend. c'est vrai. Après, on a le droit de veto sur vos choix, mais on prend. Et ce qui est intéressant aussi dans la musique, moi je parlais de l'air du temps, mais aussi des fois c'est bien de revenir Ah oui, peu oui. en arrière. Et j'avais vu que vous avez aimé, vous étiez ému par la chanson de Hasni, Khalid Halik Amana, pardon. Et Amara, c'est autre chose. Et du coup, je trouve ça touchant en fait, des fois de faire des comment on appelle ça, des flashbacks. des flashbacks, pardon. Et oui. On va s'auto-congratuler un petit peu, mais je trouve ça N'hésitons cool pas. parce que du coup, elle me fait découvrir plein de trucs ou redécouvrir plein de sons. Et moi aussi, je pense. Et le résultat, il est vraiment à l'image de l'union, tu vois, vrai. des deux cerveaux. Et l'éclectisme, on n'en parle pas assez. Ouais. L'éclectisme, effectivement, des choix et des propositions. Je l'avais dit sur vos réseaux, à ce moment-là, c'était cet été où vous aviez posté un article sur... c'était Boutaïba. Et, The King. non, c'est pas le King, parce qu'il y a Boutaïba... Srer. Il y a Srer et il y a Boutaïba... Cher Boutaïba Saïdi. Ah, ok. Et donc, il y a le Boutaïba que vous avez posté sur vos réseaux, que je n'avais pas vu passer.
Et c'est un article qui date de la première année ou quelque chose comme ça. Ouais. Et qui on était avait en fait un replay replay, là, cet ouais. été, justement. Et du coup, mon père me dit t'as vu, sur Dialna, ils ont mis un article sur Botaïba. Alors déjà, moi, je suis choquée que mon père me parle. Mais quand De t'as Dialna. posté ça, je suis restée comme ça 10 minutes sans... Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Et c'est mortel, en vrai. Donc, Mais- et lui, c'était sur Facebook, là, parce qu'il est très Facebook. Et donc, du coup, On salue il me ton dit, père. et il On me le dit, remercie. et il me dit, mais c'est pas mon Boutaïba. Hein. Donc, il a lu l'article et tout, Ah. il a écouté la musique. Il me dit, mais... Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable. Bon, non seulement qu'il arrive à Dialna et tout ça, mais qu'il rebondisse sur son Boutaïba à lui, parce que c'est avec lui qu'on a grandi. On va chercher On va plus chercher, sur la on va le personne. mettre, on va le dédier on va au mettre papa. un son, on va faire un petit portrait. Voilà. Et il y a un an de ça, je crois, pareil, j'avais écouté le son du lundi. C'était un son que j'écoutais quand j'avais genre 10 ans ou un truc comme ça. Et ça m'a ramené, mais c'est pas une petite Madeleine de Proust, non, peut-être pas exagéré non plus, mais ça m'a ramené vraiment en arrière. Et comment le son, il te remet dans une époque, dans C'est des instantané, odeurs. ouais. Il y a des sensations tout de suite. Exactement. Mais c'est immédiat. Hein. C'est Les premières notes, hop, on est reparti. C'est ça. Ouais. On est, enfin, je sais plus où j'étais à ce moment-là et tout, mais c'est vraiment retour vers le futur sans C'était sans quel problème. son? Je me souviens plus Ah. du tout. Mais c'était vraiment un son des années 80. Et Ça je me devait être dis, un de tes choix. Sûrement. Un son de funk, un truc comme ça. et, très certainement. Et pareil, c'est un son qui me parlait et que j'ai aimé beaucoup. Et sans passer par le son du lundi, c'est un son que j'aurais oublié ou que j'aurais pas réécouté ou quoi que ce soit. Et c'est ça aussi, c'est comment les uns et les autres, on se rencontre juste sur le son du lundi. Donc voilà, donc Ça fait c'était juste plaisir. pour... Merci, c'est beau. Et donc du coup, il y a pas mal de thématiques. Moi, je les trouve toutes intéressantes. Hein, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Mais il y a des thématiques qui sont marrantes. Et c'est Ugly is Hype. Alors, c'est qui? C'est quoi? On va traduire pour ceux qui sont non Ouais, c'est la anglophones. laideur et tendance. On s'était dit qu'on allait... Mais du coup, tu vois, cette rubrique, elle est pas... Faudrait qu'on alimente un peu Ouais, plus. un peu plus. Ouais, il y a On quand même s'était dit quelques que, articles. voilà, quand même, on est deux femmes, une rubrique beauté, mais avec toujours la ligne un peu qu'on a de chercher des personnalités qui sortent du lot, qui sont issues voilà, de certaines communautés, et qui apportent quelque chose de différent. Mais en même temps, faire juste une rubrique beauté, ça me semblait un peu bateau, tu vois, un peu superficiel. Et puis, on avait donné des noms un peu marrants. Au début, il y avait une autre rubrique qui a disparu qu'on n'a jamais... Oui, c'est vrai. qu'on n'a jamais faite, mais qu'on fera peut-être un jour. Et du coup, Ugly is Hype, en vérité, j'avais un blog avant. Enfin, j'avais plusieurs blogs. J'ai fait plein de tentatives, tu vois, avant Dialna, mais des trucs pas hyper sérieuses. Et c'était à une époque où je consommais beaucoup plus qu'aujourd'hui, même si j'en consomme encore beaucoup, des produits de beauté, à base de groupes Facebook où on s'échange des produits de pays différents et tout, on est à fond, tu vois. Et j'avais fait ce blog beauté pour tu vois, faire des revues de produits, de trucs. Et j'avais trouvé ce nom, je sais même plus comment, mais ça me faisait marrer parce que clairement, on n'était pas dans un truc hyper amour de soi, Nora, je sais. Mais, parce que je vois ton regard. Mais c'est un truc pour détourner un peu, parce que je veux pas critiquer tout le monde des blogueuses beauté, parce qu'en plus j'ai des copines qui font ça. Mais il y avait tout un cérémonial dans les articles, même les vidéos. Coucou mes beautés, ça me saoulait, tu vois. Moi, je voulais qu'on parle du dernier rouge à lèvres de la marque coréenne qui déchire, ou d'un truc comme, ou du meilleur fond de teint utilisé quand t'as des boutons, etc. Mais de manière comme on parlerait entre copines, en vrai. Quand je vois mes copines, je leur dis pas coucou les beautés. Personne, enfin, moi, les femmes que je connais ne parlent pas comme ça. En général, on se check. Oui, mais c'est des Wow. gimmicks, ça On se reste. faisait la bise avant, mais bon. Ouais, mais je voulais vraiment un ton, Ouais. tu vois, comme on a, du coup, beaucoup plus naturel. Et du coup, le nom, je voulais aussi un truc qui fasse rire, parce qu'en vrai, je me prenais pas au sérieux. J'étais pas la nouvelle blogueuse mode ou beauté, machin. Et quand il a fallu faire cette rubrique et qu'il fallait un nom un peu qu'on retienne et sur lequel on s'interroge aussi, je me suis dit, on fait une rubrique beauté, mais sans l'assumer complètement, et voilà. Oui, il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait ce côté, mais qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui Oui, ne voilà, l'est c'est pas. aussi après retourner Voilà. la Qu'est-ce question, quoi. C'était ça aussi qui était intéressant. Qu'est-ce que la beauté au final pour nous? Et comme on a grandi avec tout un système où la beauté postcoloniale, elle était plutôt blanche, avec des cheveux lisses. Et... Donc là, c'était intéressant de mettre des femmes qui parlaient de beauté, mais qui ne correspondaient pas à l'épitome. Aux standards, au standard de la beauté, occidentaux, comme nous. Ce que vous trouvez moche, finalement, nous, on va le trouver très beau au final, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc une Rihanna qui sort une marque, il faut le dire, la jeune pakistanaise qui parle des produits de beauté et qui a sorti sa marque de produits de beauté qui cartonne, il faut en parler. Et c'est pas que des... Je trouve, cette section-là, c'est pas juste la beauté, comment mettre un fond de teint, mais c'est aussi montrer des femmes entrepreneurs qui travaillent dans ce... ça, derrière, bien sûr. Oui, voilà. Dans ce secteur et qui... et qu'est-ce que la beauté, au final? Qui font bouger les lignes aussi, justement, qui questionnent. Exact. Effectivement, l'arrivée de Fenty Beauty, pour pas... faire de marque. On fait pas de pub parce que clairement, on les reçoit pas, les produits, même si Rihanna, si tu nous écoutes, envoie. Parce que ça coûte cher, ils sont bien. Mais voilà, au lancement de sa marque, c'était en vrai une vraie révolution, ne serait-ce que visuelle, tu vois, de voir une pub avec autant de mannequins différents et qu'on voyait pas ailleurs, de voir des femmes noires à la peau foncée, de voir une femme qui porte le voile. Enfin, il y avait vraiment, du coup, c'est un atout marketing, certes, mais je pense que derrière, il y avait aussi une volonté de toucher ces femmes qui étaient oubliées, tu vois, de ce secteur. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, au-delà de... On va pas faire des conseils beauté, on va pas faire des revues de maquillage, parce que... Voilà. Mais parler des femmes, en l'occurrence, c'est souvent des femmes, mais après, pourquoi pas des hommes, qui essayent de faire bouger les lignes aussi dans cette thématique-là. Mais c'est vrai qu'elle est moins fournie, il faut qu'on s'y remette. Il faut qu'on s'y remette. On a quelques portraits à mettre dessus. D'ailleurs, le dernier en date sur cette rubrique-là, c'est... Chiffon, je crois. Chiffon de Paris, si je me trompe pas. Qui a lancé sa... C'est une jeune créatrice qui, du coup, fait... alors, je sais plus si la marque existe encore. Elle avait une boutique sur Paris et je crois que la boutique n'est plus, mais peut-être qu'elle a toujours la marque. Donc, une marque de vêtements, de mode spéciale grande taille. Mais du coup, qui est pas... c'était pas, voilà, en général, les grandes tailles, c'est un peu des sacs, des vêtements, c'est des sacs à patates et c'est tout. Et là, pour le coup, c'était vraiment de beaux vêtements. Son truc était de, moi, je vais créer des vêtements pour grande taille, mais comme je le ferais pour les autres. Mais finalement, les autres, elles ont accès à plein de vêtements partout. Donc voilà, c'était aussi... on parle pas assez de cette problématique-là. Et du coup, mettre en avant une jeune femme racisée et qui a ce projet-là, c'était hyper important. Qui a ce projet-là et surtout qui n'est pas du tout... qui créait pas ces vêtements-là pour elle. C'est ça qui était... Oui, qui est finalement pas concernée directement, mais qui a vu le manque, qui a compris la problématique. Ouais. Alors, on va continuer dans les rubriques. Il y a forcément Food Corner, restaurant, où on découvre pas mal de restaurateurs, de restaurants... auquel, pareil, on n'aurait absolument pas entendu, si ce n'est le bouche à oreille, qui ne marche pas toujours. Et du coup, on découvre aussi... alors, comment vous arrivez à ces adresses-là? En mangeant? Non, non, mais souvent, c'est des restos... quand c'est moi qui écris sur les restaurants que j'ai fait, dans lesquels je suis allée et que j'ai trouvé intéressant, je pense que le dernier de cette... rubrique, c'est pas moi, c'est une amie qui m'a proposé un article dessus, là, sur le restaurant Mille et un signes, qui est donc un restaurant de cuisine marocaine tenu par des personnes sourdes et du coup qui mettent en avant beaucoup la langue des signes. Ça, clairement, si tu connais pas le resto, t'en entends pas parler ailleurs et c'est hyper intéressant. Ça, là, vraiment, c'est à l'intersection de plein de problématiques de personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, pour le coup, et qui est hyper pertinent, en fait. La cuisine marocaine, on a toujours le côté cliché, où en plus, ce n'est pas souvent des Marocains qui tiennent les restaurants de cuisine marocaine. Il faut dénoncer ça. Et du coup, là, c'est le cas. Et en plus, il y a la problématique de la langue des signes, de l'accès... l'accès à la restauration, en fait, comment commander quand on est sourd, etc. On aurait aimé développer ça, je pense, encore plus, et peut-être qu'on le fera, mais là, pour le coup, c'est une amie qui est allée et qui m'a dit « tiens, j'ai mangé là-bas et tout, c'est super bon.
Et je lui dis, bah oui, j'en avais entendu parler. Moi, j'ai pas eu le temps d'y aller parce que, bah voilà. Du coup, est-ce que ça te dit d'écrire dessus si elle est passionnée de manière générale par les restaurants, la nourriture. Donc, elle était partante et elle l'a fait. Et c'est souvent comme ça. C'est comme pour les interviews classiques d'artistes et tout, c'est les rencontres. On tombe sur un truc qui... Et en fait, maintenant, le cerveau, il se met en marche de cette manière, en fait. Ça fera un article. On est presque conditionné. On va quelque part, on dit, attends, ça c'est bien, ça fera un article. Dans le meilleur des cas, ça aboutit à un article, et dans le pire des cas, ça reste dans un coin de la tête et ça attend quelques mois, quoi. Donc, pour les restaurants ou les expos, finalement, c'est pareil. Mais il faut avoir le temps de les faire, et c'est un peu plus compliqué. Et de les aimer, et d'écrire dessus, voilà. et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut parler de Jamais sans mon livre ? Oui. Parce que moi, j'ai découvert Diana quand même par Jamais sans mon livre. Ah, ok. Eh ben, comme je te disais tout à l'heure, à la base, c'était juste une rubrique photo. La vraie genèse, on va se dire les choses aujourd'hui. La vraie genèse, c'est encore une fois, avant, j'avais une multitude de projets de blog. Et j'avais ce truc-là que j'avais commencé à faire. Mais au début, c'est vraiment des photos dégueulasses au téléphone. Mais vraiment, je le dis parce qu'elles n'étaient pas belles, je le sais. Mais... même toi, tu dirais oui. J'ai rien dit. Non, mais je vous les montrerai. Après, elles sont devenues mieux. Tu vois, après, je les ai prises à l'appareil. Mais le truc, en fait, à chaque fois que j'ai une idée, je me lance. Bon, j'attends, je réfléchis, machin. Et quand je décide de le faire, je me lance sans vraiment préparer. Et c'est pas bon. Donc, j'étais fascinée. Bon, moi, j'adore lire depuis toujours. J'ai beaucoup trop de livres, etc. Bon, les livres, c'est vraiment ma passion. Et je trouve que quand on est dans la posture de lecture, vraiment, et qu'on est passionné par ce qu'on lit, on oublie ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que des fois, j'adore observer les gens dans le métro, aux terrasses de café, et ceux qui sont à fond dans le livre, ils ont parfois une position, ils oublient même, tu vois, qu'il y a du monde autour d'eux, ils sont dans leur bulle, ils ont des tics, des fois on se touche l'oreille, on se touche les cheveux, on met le doigt dans la bouche, je sais pas quoi. Il y a tout un monde comme ça. Et ça me fascinait, en fait. Je me disais que vraiment, ça pourrait faire des photos. Si un bon photographe ou une bonne photographe s'en occupait, ça pourrait faire de belles photos. Et une fois que je me suis dit ça, je me suis dit, fais-le. Donc, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait en mode photo volée. C'est pas bien, ne le faites pas, c'est le mal, il faut demander aux gens et tout. Et je me suis dit tout de suite, ça n'a pas d'impact. En même temps, tu prends les gens sur le fait, et c'est ça qui est intéressant dans la photo. Et en même temps, ne pas aller les voir pour leur dire est-ce que je peux vous prendre en photo en train de lire, machin, c'est malhonnête. Non, c'est pas donc, correct. Voilà. Donc, je me suis dit non, on va pas faire ça, mais on va les prendre en photo, qu'elles soient belles ou pas finalement, c'est même pas le but. C'est vraiment d'avoir une représentation des gens en train de lire. Moi, je trouve ça beau en fait. Les gens qui lisent, je suis émue quand je les vois, c'est mon truc. Donc, dans les transports et tout, j'avais pas toujours mon appareil avec moi parce que ça pèse une tonne. Donc, c'est au téléphone. Donc, c'est vraiment juste est-ce que je peux prendre en photo en train de lire. Et là, les gens me regardaient comme une dingue. Pourquoi ? Parce que j'ai un blog, je prends des gens en photo. Et puis, tu sais, je me suis dit, il faut quand même que je leur parle un peu, sinon ils vont me prendre pour une folle, ils vont me dire non. Donc, j'osais leur demander juste, vous pouvez me dire pourquoi vous lisez ce livre ? Et ils me disaient, parce que j'ai déjà lu tous les livres de cet auteur, donc j'aime bien. Il y avait un truc un peu... c'était pas la cool. En même temps, c'est dans les transports, en sortant du boulot, donc c'est pas le meilleur moment. Et petit à petit, j'ai essayé de prendre le temps. J'avais un petit appareil compact à l'époque, donc du coup, ça faisait des meilleures photos, etc. Mais la problématique face à laquelle je me suis retrouvée, et qui pour moi était en plus une aberration, j'avais déjà des réflexions autour de la représentation, même si je ne faisais pas de choses concrètes dessus. Je me rendais compte que je prenais en photo que des personnes blanches. Et c'est très bien, elles ont le droit de lire et j'ai aucun problème avec ça. Mais ça me gênait de ne pas avoir des gens comme moi qui me ressemblaient dans mon propre projet. Ça n'avait pas de sens. Et je me disais, mais en fait, je sais qu'il y a des gens qui lisent, des Arabes et des Noirs qui lisent, et des Asiatiques certainement, oui. Mais pourquoi je ne les vois pas ? Donc je me questionnais, moi, est-ce que c'est moi qui ne les vois pas ? Est-ce que c'est moi qui ne fréquente pas les endroits où eux seraient ? Est-ce qu'ils ne lisent pas dehors et du coup, ils lisent que chez eux et on ne les voit pas ? Toutes ces questions, et du coup, j'ai arrêté le truc. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, c'est pas ça que je veux donner. Ça m'embête que moi, je donne cette représentation. Donc je l'ai mise de côté. J'en avais quelques-uns quand même dans le projet, mais voilà. Et quand on a fait Diana, moi je voulais à la base que ce soit ses photos à elle qu'on publie en fait sur le site. Je me suis dit, mais tu feras des portraits, on les publiera, c'est mortel. J'ai fait les, toi. Elle m'a dit, vas-y. Bon, ok, elle m'a carotte, je vais y aller. Je vais reprendre cette rubrique-là, je vais en faire juste une série photo. Et comme ça, moi, ça va me permettre de progresser aussi en photo parce que je vais me forcer à prendre rendez-vous avec des gens, à réfléchir à comment on va faire la photo, etc. Et c'est toujours dans le truc de se dire, je prends en photo
des personnes racisées dans la posture du lecteur. Donc, c'était pas des photos volées où c'est dans leur monde, machin, mais c'était quand même la posture. Au début, quand personne connaît le truc, j'ai repris des séries de photos que j'avais fait pour le blog précédent où il y avait des amis à moi racisés. Et après, j'ai forcé des amis. J'ai forcé ma sœur, j'ai forcé des amis proches en me disant « Je sais que tu lis, ne me mens pas, viens, je te prends en photo. » Et il y avait juste ça. Et j'écrivais une phrase, la réponse qui me disait « Pourquoi tu as choisi de lire ce livre ?» Et c'était juste ça au début. Et après, je me suis dit « C'est bien, on les voit, mais j'aimerais les entendre. » Et je ne savais pas faire de montage et tout. Donc, je venais avec mon téléphone, je les enregistrais, je leur disais « Pourquoi tu lis ce livre ?» Blablabla. Ils me disaient, et je mettais juste l'audio d'1-2 minutes. C'était déjà un peu plus vivant. Et après, je fais ma formation en journalisme et j'apprends à faire un peu de montage. Et je me dis « Mais ça y est, je veux les entendre parler plus longtemps, en fait. » Et sur plein d'autres choses que juste le livre qu'ils lisent. Et donc, l'entretien, il s'est allongé. De 2 minutes, ça s'est transformé en 45 minutes. Et juste de la question de pourquoi vous avez choisi ce livre-là, il y a toutes les questions autour de est-ce que tu lis beaucoup depuis que tu es petit ? Est-ce que chez toi, tes parents lisaient ou pas ? Est-ce qu'il y avait une bibliothèque ? Toutes les choses qui paraissent anodines finalement pour des personnes blanches issues d'un certain milieu social aisé, etc. Moins pour un milieu prolétaire et encore moins pour un milieu prolétaire issu de l'immigration. Et en même temps, moi, c'était le cas quand j'étais petite. J'ai la chance que mes parents savaient lire et il y avait des livres chez moi. Et en fait, ça m'a toujours semblé normal, mais je voyais bien que c'était anormal, entre guillemets, pour d'autres. Et donc, ce questionnement de se dire, est-ce que finalement l'amour de la lecture, de la littérature vient quand t'es petit ou pas ? Ou est-ce que tu peux t'y mettre plus tard ? Dans quelles conditions ? Est-ce que à quel moment tu recherches des auteurs qui te ressemblent ou pas ? Enfin, voilà, tous les questionnements qu'on peut trouver autour de cette question. Et derrière, c'est en fait, on a notre place aussi. On ne nous voit pas dans les émissions littéraires, on ne nous voit pas forcément en tête de gondole des rayons livres, etc., des magasins. Mais en vrai, on est là, on a des lecteurs, on a des gens qui s'y connaissent en littérature, qui ont étudié ça, qui deviennent auteurs, qui deviennent éditeurs. Et c'est notre place aussi. Et voilà. En gros. Moi, le Jamais sans mon livre, c'est vraiment le bébé de Nadia. Donc, moi, je suis toujours derrière à écouter, revoir, comprendre. Mais du coup, c'est vrai que ça casse un peu tout l'aspect classe sociale. Souvent, les émissions littéraires, c'est des hommes blancs qui présentent les livres et c'est toujours très théâtral. Mais moi, j'ai appris dernièrement que Bernard Pivot n'avait pas une formation de littéraire, en fait. C'est pour ça que quand on parle de syndrome de l'imposteur, je pense toujours à Pivot et sa place dans sa longue carrière journalistique, littéraire, Monsieur Livre. On n'a jamais questionné, on n'a jamais remis en cause sa légitimité. Ouais. C'est ça, et donc du coup, c'est ça qui est intéressant par rapport à Jamais sans mon livre, c'est de voir quelqu'un comme Nadia parler des livres et donner la parole à d'autres personnes qui lisent ou pas. Et le rapport au bouquin, moi je sais que j'ai souffert un peu de dyslexie, donc ça a été un peu compliqué quand j'étais un peu plus jeune de lire et de se dire peut-être que c'est aussi un bon moyen de se réapproprier cet espace, de le désacraliser en se disant mais la littérature, attention, on n'y touche pas, c'est sérieux en France, on rigole pas. Non, on peut en parler, on peut discuter et que nous aussi on a un avis à donner sur un bouquin et on a le droit de dire aussi j'aime pas cet écrivain ou cette écrivaine, j'aime pas ce livre. Et c'est super important d'être critique sur cet espace culturel en particulier. Donc donner la parole Nadia qui donne la parole à des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de voir, qui peuvent être critiques sur des auteurs ou des textes. Je trouve ça sain, au final, dans une société, quoi. Et il y avait ça, et je voulais rajouter aussi le fait que, en fait, ça, prouver aux autres qu'on a aussi notre place et tout, en vérité, c'est secondaire, même par rapport à Diana pour moi. Le truc principal, c'est de croire en nous, en fait, en nous-mêmes, chacun, et en nous, collectifs. Et moi, certes, ce n'est pas une majorité, mais j'ai entendu, et les gens qui ont parlé d'eux et témoigné dans Jamais sans mon livre aussi, enfin certains en tout cas, des choses comme « mais à toi tu lis, c'est un truc de blanc » ou « t'aimes l'art, c'est un truc de blanc ». Et ça, pour moi, c'est pas... Oui, je suis un peu une radicale du livre, etc., mais je ne méprise pas les personnes qui ne lisent pas. Je trouve ça dommage à titre personnel, parce que moi, ça m'apporte beaucoup, mais j'ai aucun problème avec des gens qui n'aiment pas lire et qui font autre chose, parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt, d'autres manières d'avoir de la valeur. Ça, j'ai aucun problème. Mais que des gens de notre groupe, des racisés, aient cette image-là de l'art, de la culture et donc de la lecture, je trouve ça... Les autres ont gagné, quoi. Quand de nous-mêmes, on se dit ouais, les livres, c'est un truc de blanc, pourquoi tu lis, ça m'apporte rien.
ok, t'aimes pas lire, c'est une chose, mais penser ça, moi, ça me fait mal et je veux pas que des plus jeunes, tu vois, aient ce truc-là. Je veux que ce soit normal de voir. C'est pour ça que la photo, elle reste importante malgré maintenant l'existence du podcast. Je veux que voir un mec renois qui lise un livre, une femme qui porte le voile qui lise un livre qui soit pas un livre de religion, même si c'est pas grave de lire un livre de religion, mais qui puisse s'intéresser à toute autre chose, ce soit normal, parce que ça l'est. Tu vois, moi, j'aimerais que vraiment des gamins puissent voir ces photos et disent « Ah bah tiens, la dame sur la photo, elle ressemble à maman, le monsieur ressemble à papa, et c'est normal. » Et on ne dise pas que c'est un truc qui appartient aux autres. Parce que les dominants ont gagné quand on te rejette d'un cercle dit de pouvoir ou élitiste et qu'en plus, vous-même, vous vous considériez comme étranger à ça. C'est bon, on n'a plus rien à faire. La lutte est perdue. Ouais. Alors, de tout ce que vous avez créé depuis le début, entre les articles, le son, les playlists et tout, arrive le podcast. Oui. Ouais, quel enthousiasme. Oui. Pourquoi ce besoin? Pourquoi cette envie? Pourquoi maintenant? Pourquoi comment? Moi, je pense que Nadia a des pouvoirs de visualisation. Réellement. Je pense qu'elle devrait visualiser 1 million d'euros sur son compte. Je pense que ça pourra arriver. Attends, je commence à visualiser 2-3 trucs. Il n'y aura pas que les euros. Honnêtement, je pense qu'elle a un vrai pouvoir de visualisation parce que il y a 2 ans de cela, moi, j'adorerais faire un podcast qu'avec des filles nord-africaines. Ça me plairait trop de regrouper plusieurs femmes nord-africaines de différents... Je dis, ah ouais, mais bon, le podcast, il faut une structure, des moyens. Et quelques mois plus tard, vient voir. Alors, il y a un studio Majorel, il permet de faire des podcasts. Alors, nanana, et t'imagines. Et vous avez ouvert avec nous le premier podcast et avec Soukaina qu'on embrasse. Mais sur le coup, moi, je me suis dit, là, je suis vraiment... je suis peut-être pas à ma place. Peut-être que je sais pas parler dans un micro, je sais pas poser des questions, mes phrases, peut-être qu'elles ne sont pas complètes ou ça va dans tous les sens. Je me pose toujours ce genre de questions. Et Nadia, quand elle a une idée en tête, voilà, c'est là. Et elle me dit, on va refaire d'autres podcasts. Je fais, non, mais attends, Nadia, regarde, mon premier podcast, je sais pas, je bégaye, je dis n'importe quoi. Non, fais-le. Et elle me fait, non, tu vas le faire avec moi, t'inquiète, on va faire les choses bien, on va poser des questions. Et plus ça va, plus je suis à l'aise avec le micro, donc c'est vraiment un apprentissage. Mais plus ça va, plus je me dis que oui, on a notre place en tant que podcast, parce que je trouve qu'on rencontre des femmes exceptionnelles, mais d'une brillance et d'une flamboyance, et qui méritent d'avoir un micro et parler haut et fort et que ça soit diffusé. C'est super important ce qui se passe dans les conversations entre nous, et c'est mieux qu'une masterclass à la Sorbonne. Voilà. Sérieusement, je le pense, et je pense que c'est plus haut que ce niveau, honnêtement. Donc du coup, je me suis dit, ok, et à chaque fois que je ressortais des podcasts, je m'autocritiquais moi, ce qui est normal, mais après, je repense à tout ce que j'ai appris à côté, je me suis dit, c'est quand même énorme. Et pour moi, c'est presque le lien logique du média. C'est comment on pourrait appeler ça, une déclinaison, un spin-off de la partie écrite, qui bougera pas, je pense qu'on restera écrit, mais ce petit truc-là, c'est une voix en plus, le haut-parleur de tout ce qu'on écrit en fait. Donc voilà, mais s'il n'y avait pas eu Nadia, jamais je serais devant un micro en train de parler devant vous, mais c'est impensable, parce que je pensais vraiment que c'était pas ma place. Ben, merci de le faire avec moi, parce que je l'aurais pas fait seule non plus. Si. Non. Mais si. Non. Arrête. Mais mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, mais en fait, c'était un... Tu vois, comme je vous disais, le site, on a un nous collectif très large, et c'était important, ça. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y avait un besoin aussi de peut-être recentrer sur des choses qui nous sont communes à nous, donc femmes nord-africaines, et que c'était... Et puis ça n'existe pas, enfin ça existe sous différentes formes, mais de toute façon on a la place pour en vrai 1000 programmes de ce genre, tellement il y a des femmes formidables, tu vois, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et c'était, voilà, le média, le magazine, il reste vaste, et on adore aussi parler d'autres personnes, bien entendu. Mais vraiment sur certaines problématiques, il y avait un besoin de recentrer sur ça. Et comme le disait Nora, on a eu l'opportunité...
avec les amis du studio Majorel de faire leur préouverture par des connaissances en commun qui m'ont proposé en me disant bah voilà, ils ont un créneau de libre. Est-ce que tu voudrais faire un podcast? Et c'est d'ailleurs Wafa Mamèche qui m'en avait parlé. Et je lui ai dit bah ouais, vas-y, viens, on le fait ensemble. Et j'avoue, on n'avait pas l'idée définie en tête. Il y avait cette envie depuis longtemps, je t'en avais parlé, mais on n'avait rien de concret, on savait pas, donc on l'a fait un peu à l'arrache, on ne devrait pas le dire, mais ça s'est pas vu, c'était génial. Et on a construit le truc en fait, avec vous, avec Soukaina, et en discutant aussi avec les gens du studio. Tout de suite, il y avait eu un intérêt. Les gens qui ont écouté après coup nous ont dit bah oui, on n'avait pas, enfin voilà, on manquait aussi de ça, donc après multiples relances, notamment par vous, Keira, on s'y est remis. Après, j'avoue, cette année, de toute façon, voilà, l'année 2020, nos projets ont été mis à l'eau de toute façon. Mais oui, il y avait un besoin de se remettre à ça, de parler entre nous, de choses qui paraissent peut-être anodines à certains ou certaines, mais qui, pour nous, sont importantes. Et comme tu le disais, d'avoir des... Enfin, c'est pas une surprise, tu vois, de trouver des femmes brillantes, mais encore une fois, on les voit pas, on les entend pas, ou séparément, ou aussi de manière générale. Mais là, vraiment se poser et parler de sujets parfois vastes, mais vraiment avec nos points de vue, et du coup de pouvoir se dire les choses entre nous. En fait, c'est hyper libérateur. Moi, c'est presque une thérapie à chaque épisode, à chaque fois. Donc, à la fin, on va être au top. Mais ouais, non, c'était... Et puis, on y prend goût. Clair. De toute façon, ça en cours. Voilà. Donc, pour finir, qu'est-ce que vous allez... qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous préférez dans cette aventure d'Ielna? Vous, Nadia, et vous, Nora? Déjà, la collaboration avec Nora, en soi. Je pense que... Non, sincèrement, je pense qu'elle a nourri notre amitié et notre amitié a nourri la collaboration, en fait. Donc maintenant, c'est indissociable. Ouais. Et puis les rencontres qu'on a faites, voilà, notamment vous, on se connaissait pas. J'ai vu votre film, j'ai adoré. Je vous ai contacté pour une interview. Et aujourd'hui, on est là à votre podcast. Donc en fait, je dis pas qu'on est devenus amis avec toutes les personnes qu'on a interviewées parce qu'il n'y a pas lieu d'être et c'est pas... Voilà. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé en grande majorité. Mais vraiment, il y a eu des rencontres hyper marquantes qui sont devenues, qui sont transformées en amitié. Et c'est ça aussi, c'est au-delà du réseautage, etc. C'est vraiment créer une communauté au sens pur du terme et de savoir que voilà, on a des personnes brillantes chez nous, chez les racisés, et on peut aussi créer des passerelles entre chacun et s'aider les uns les autres et finalement travailler pour le bien collectif, quoi. C'est aussi en vrai le vrai but du projet. Honnêtement, il y a cette amitié qui s'est vraiment renforcée à travers le temps, mais ce magazine, presque on va dire c'est notre bébé, mais c'est vrai, c'est ça, quoi. C'est le fruit vraiment d'une amitié, pour le coup, que l'amitié féminine existe réellement, et que cette amitié-là peut produire des choses super intéressantes et on l'espère, de qualité. Donc ça, déjà, c'est une des premières choses. Mais moi, ma collaboration avec Nadia et la création de ce magazine et tous les articles qu'on a créés ont contribué à ma déconstruction, en fait. Énormément. Avant, quand on s'est connus, Nadia, si on remonte, on prend la machine à remonter le temps et on remonte au début, donc on est en 2014 à maintenant, je ne suis pas la même personne, en fait, heureusement. C'est la preuve par A plus B qu'on évolue, on bouge, mais ça a vraiment contribué à ma déconstruction dans plein de domaines, en fait. Et je ne vois plus les choses de la même manière. Et ça, s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec Nadia et s'il n'y avait pas eu ce magazine, je ne pense pas que j'aurais eu le même cheminement de pensée. Je pense que je serais restée dans un certain confort. Parce que la déconstruction, ça pique un peu des fois. Hein, c'est pas... faut avoir le courage de se déconstruire. Et c'est ça qui m'a donné en fait le courage, c'est Nadia, plus ce magazine. Et la rencontre avec ces gens aussi, parce qu'on rencontre des gens de tous bords, mais on se dit... on est nourri par une énergie. Il y a quelque chose d'invisible qui se passe et on se dit « Ah, mais souvent, hein, c'est ça, on est contente, on se dit « Mais c'était super, c'était magnifique et tout ». Ça, c'est rarement,
voire même jamais, mal passé dès qu'on a fait tout de suite une interview avec les gens. Donc il y a ça, et que le champ des possibles est ouvert. Il y a des gens qui ont fait marketing, qui ont ouvert un restaurant, il y a d'autres personnes qui étaient, je sais pas, on a vu des vrais destins en fait. Des gens qui ont pris leur destin en main. Et ça n'a pas de prix en fait, ça n'a absolument pas de prix. Donc voilà ce que je garderai, mais je pense que ma déconstruction, je la dois au magazine et à Nadia. Ça c'est clair et net. Moi, elle m'a appris du coup à avoir confiance en moi, à prendre confiance en moi et à me forcer à commencer à apprendre à m'aimer. Donc pareil, je pense que si on remonte au moment où on s'est rencontrés, je suis clairement pas la même personne. Et en vérité, sans cette rencontre, je pense pas que j'aurais fait un projet comme Dialna. Sans Dialna, je me serais peut-être pas lancée réellement dans une reconversion à devenir journaliste. Donc clairement, c'est quelque chose d'hyper important qui a marqué, quoi. Moi, ce que je lis de cette rencontre entre vous deux, c'est comment vous êtes le coach de vie de l'une et de l'autre. Mais c'est ça. C'est vrai. C'est exactement ça. Sans Nora, vous n'auriez pas fait Dialna et ainsi de suite et tout. Je pense qu'il y avait une mésestime de vous au moment de la rencontre de Nadia, et qu'elle a su travailler là-dessus jusqu'à arriver à vous photographier et que vous l'exposiez à Bruxelles. Point Culture à Bruxelles. Ouais. Et ça, je pense, moi je ne vous connaissais pas à l'époque, mais en 2016, 2017, 2018, je pense que c'était de l'ordre de l'impossible, de l'impensable. Oui, clairement, mais je suis restée assez bloquée devant le mur du Point Culture à Bruxelles quand j'ai vu mes 2 photos. J'ai bugué. Voilà, et effectivement, de toute façon, je pense que j'aurais pas... la première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a prise en photo avec les amis avec qui j'étais venue. Et déjà, je savais, je connaissais son travail de photo, je le voyais sur Insta et je l'ai trouvé toujours magnifique. Et du coup, de me voir prise en photo par Nora, j'ai bugué parce que j'étais clairement pas habituée à cette image-là. Et donc, ça fait bouger les lignes aussi dans ta tête, de te dire, ok, donc en fait, on peut être bien sur une photo. Bah oui. Quand la personne derrière, elle a la bienveillance, elle a le talent aussi, bien sûr, et qu'elle vous pousse aussi un peu dans vos retranchements. Donc, je pense qu'entre la première fois où tu m'as prise en photo et si tu me prends en photo là, à mon avis, il y a quand même une différence. La première fois, tu as mis ta main devant ta tête. Voilà, c'est ça. Donc, la deuxième fois, il y a aussi une confiance qui s'installe aussi par rapport à l'objectif, etc. Mais clairement, mais encore aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que ma tête soit exposée dans un lieu de culture avec en plus plein de femmes extraordinaires dans la série. Donc clairement, j'étais très bien entourée. Mais tu avais ta place. Et merci. Mais voilà, ça, je n'imagine pas quelqu'un d'autre le faire. Et je pense que je n'aurais pas eu aussi cette confiance-là avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, je voudrais rajouter un truc par rapport à l'amitié féminine. Je pense que quand vous êtes dans une relation d'amitié, amitié, je ne parle pas de relation amoureuse parce que ça c'est plus complexe, mais si la personne ne vous pousse pas vers le haut, si la personne ne vous voit pas avec toutes vos qualités, toute votre brillance, tout, alors on arrête, c'est pas la peine. Je me suis jamais sentie jugée par Nadia, je me suis jamais sentie, ni par rapport à mon apparence ou par rapport à ce que je peux dire ou penser, jamais. Et je pense que c'est ça en fait le truc. Et quand je l'ai vu et qu'on devait faire en fait tout un cycle sur les femmes de plume et les femmes d'action, moi dans ma tête j'avais forcément Nadia puisqu'elle était journaliste, donc elle était femme de plume. Donc je dis tu vas faire partie de l'expo et il y aura Wafa, Zainab Fassiki, toute fine, et Monia Boulila qui est une poétesse de Tunisie. Donc pour moi toutes ces femmes faisaient partie de ce groupe de femmes d'action, et pour moi Nadia était nécessairement là. Et des fois si la personne qui est votre amie ne se voit pas comme vous la voyez, c'est à vous de la pousser, de dire mais regarde jusqu'où tu peux aller, et c'est à vous aussi de dire mais souhaite-toi le meilleur, parce que honnêtement personne ne le fera à ta place. Et dans les amitiés, en tout cas les amitiés féminines, on nous montre souvent, et souvent nous les femmes nord-africaines, en train de nous chicaner. On intériorise ce côté on finit par devenir notre propre cliché, oui. etc., oui.
C'est ça. Et mais moi, je lutte contre ça parce que honnêtement, moi, je pense que si ça va pas, les personnes sur qui je peux compter ou appeler, elles sont pas nombreuses et Nadia en fait partie. Et je sais qu'il y a solution souvent au bout du fil, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est si votre amitié ne vous apporte pas et ne vous pousse pas vers le haut et ne vous pousse pas à faire des projets, et c'est pas grave, comme je dis, de se planter. Faites-le. La vraie plantage, c'est de rien faire au final, quoi. Bah, laissez tomber alors. Ça vous apporte rien au final, me fait pas perdre mon temps, quoi. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit quand on a commencé à se rencontrer, quoi. Et on s'est énormément apporté, et elle m'a énormément apporté. Mais ça devrait être une amitié pas exceptionnelle. Normalement, Oui, toutes voilà, les ça femmes devrait être devraient... complètement normal. Hein. Oui, devraient vivre ça, quoi. Mais bon, on espère que voilà, quoi, que le message est passé. Tout à fait. Oui. Et donc pour conclure, donc Diana, c'est un magazine indépendant. Et ceux qui sont au bout du micro, comment ils peuvent aider s'ils le veulent? Alors, on a mis en vente des tote bags que vous voyez peut-être sur la vidéo pour nous soutenir, du coup, effectivement, pour mener nos projets, etc. On n'a pas encore fait de cagnotte, de trucs en ligne, mais peut-être qu'on s'y mettra pour lancer un projet conséquent. Mais en attendant, donc, ces tote bags, on fait notre petite pub, ils sont au prix de 12 €. Donc frais de port compris. Donc vous nous envoyez un petit message sur les réseaux sociaux ou un mail à l'adresse contact@dialna.fr et voilà, vous nous dites le mode de paiement que vous préférez, on vous donne les modalités et on vous l'envoie tout de suite. Voilà, moi Et en j'étais... plus il est beau et il peut contenir plein de choses, je vous jure. Pardon, je vous ai coupé. Non, pas du tout, c'était juste pour dire que j'étais très heureuse de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup, Cara. Et puis à bientôt. Promis. À bientôt. Merci. Komm, erzähl es auf Keras Podcast. Pode dizer lá na rádio da Kera. Adore Radio Kera bu di ça. Keira'nın radyosunda söyle. Demal wax ko ci rajo Keira. Radyo Keira da kasey buke. Opowiedz to w Radio Keira.